Aujourd'hui, je vais te parler des Contemplations de Victor Hugo qu'il a publiées en 1856. Alors déjà, quelques informations sur l'histoire du recueil. Il faut savoir que de 1840 à 1853, Victor Hugo ne publie rien du tout. Il se consacre alors à la politique et c'est assez remarquable parce que Victor Hugo est quelqu'un qui a beaucoup publié de nombreux ouvrages très différents, des romans, des pièces de théâtre, de la poésie, des essais, enfin il a vraiment publié des choses diverses et variées. Et donc là c'est assez remarquable que là il ne publie rien en termes de poésie tout du moins et qu'il se consacre complètement à la poésie. Ça dit bien l'importance que va avoir les contemplations dans une sorte de réintégration de la poésie par Victor Hugo. Justement, les contemplations, c'est un projet assez ancien, quand il le reprend, qui devait avoir le nom de la tristesse d'Olympio et qui devait être centré sur le deuil. Et puis, il avait un peu laissé de côté ce projet-là. Puis là, c'est la mort de Léopoldine et l'expérience de l'exil qui vont rendre ce projet urgent et nécessaire pour Victor Hugo. Il prévoit alors deux tomes différents, deux parties. Déjà un premier recueil qui serait plutôt de la poésie pure, comme il dit, qui correspond en fait aux contemplations, avec il a déjà l'idée d'une bipartition avec autrefois et aujourd'hui. Et puis un tome plus de poésie satirique qui serait là pour justifier, non pas du tout justifier justement, mais fustiger les puissants, donc dans une forme de critique. Et il a effectivement été jusqu'au bout du projet, puisque cette poésie satirique, c'est le recueil Les Châtiments qui a été publié en 1153, c'est-à-dire avant les Contemplations. Donc on voit ici qu'il a continué ce travail sur la politique avant de se mettre à travailler sur cette poésie plus personnelle qu'est les Contemplations. Je vais m'intéresser maintenant à la structure du recueil. Donc le recueil, comme je l'ai dit juste avant, il est construit en deux parties. Une première partie qui s'appelle Autrefois et une deuxième partie qui s'appelle Aujourd'hui, et qui sont toutes les deux séparées par le tombeau de Léopoldine, de la mort de Léopoldine, qui survient le 4 septembre 1843, date importante puisqu'elle est vraiment mise en scène par le recueil, comme on le voit donc déjà par le sous-titre des parties qui s'appelle, donc quand on voit, autrefois 1840-1843, donc on voit ici que la rupture c'est bien l'année de mort de Léopoldine, et à nouveau aujourd'hui 1843-1855 qui refait figurer cette date importante, et elle va être même mise en scène dans un poème lui-même. On le voit au début de Pauca Meae, le quatrième livre. Au bout d'un moment, il y a 4 septembre 1843, et là on a une ligne de points qui vient figurer la mort et le silence qu'impose la mort de Léopoldine dans le recueil. Donc déjà, on va s'intéresser à Autrefois. Donc Autrefois est structuré par des livres. Déjà le livre 1 qui s'appelle L'Aurore et le livre 2 qui s'appelle L'âme en fleurs. Ces deux livres parlent de la jeunesse, des rêves, des premiers émois de la jeunesse. Et puis le livre 3 qui s'appelle Les luttes et les rêves, qui s'intéresse plutôt à l'entrée dans l'âge adulte. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici de chronologique dans l'écriture des contemplations. Et ici, il fait part d'un sentiment de responsabilité, de l'éveil d'un sentiment de responsabilité, et aussi une participation aux combats à mener politiques qu'il voit autour de lui, qui sont généralement autour de l'injustice. Voilà. Une forme d'indignation autour de l'injustice chez Hugo très forte. On arrive donc à la deuxième partie qui est aujourd'hui, qui se compose de plusieurs livres, mais nous on va s'intéresser seulement au livre 4 puisque c'est le seul qui est au programme pour toi de cette partie, qui s'appelle Pauca Meae.
Livre très important puisqu'il est autour de la mort de Léopoldine, notamment à cause de son titre. Pauca meae, on peut lui donner, c'est du latin, et on peut lui donner comme traduction un peu de vers pour ma fille. Et donc il s'agirait d'un livre sur le deuil où le poète essaye d'établir une communication avec sa fille au-delà de la mort. Et il donne aussi à voir l'évolution de la souffrance tout au long du livre 4. Alors comme tu le vois, la mort de Léopoldine, elle semble être au cœur de la structure du recueil, mais ça va beaucoup plus loin puisqu'en fait, la mort de Léopoldine, elle peut se retrouver dans tout le recueil. Elle vient vraiment être une sorte de milieu fertile, si j'ose dire, il s'agit quand même de la mort, hein, pour l'écriture de tous les poèmes, notamment dans la partie autrefois, qui semble pourtant parler de la jeunesse, d'un temps assez d'innocence, hein, surtout dans le livre 1 et le livre 2, eh bien, les jeunes filles qui vont être représentées dans le premier livre vont toujours être comparées à des spectres, à des mortes. Et on voit déjà l'évocation ici de Léopoldine à travers ces jeunes filles. Je vais essayer de te trouver un exemple assez rapidement. Là, apparemment, j'ai pas trop de succès. Ah oui, c'est parce qu'on est là-dedans. Par exemple, on le voit on le voit dans le livre 3, donc avant la rupture avec la mort de Léopoldine, avec le poème 14, à la mère de l'enfant mort. Donc on a déjà ici l'évocation de la mort qui nous prépare à la mort à venir. Oui, donc en plus de ça, l'amour et la jeunesse se disent au passé. On le voit rien que par le titre de la première partie qui s'appelle Autrefois. Donc il y a déjà une distance prise par le poète avec le passé. Hein. L'amour et la jeunesse, c'est fini. C'est quelque chose dont il faut faire le deuil. Et on a vraiment l'impression très nette dans tout le recueil que c'est le recueil d'un mort. Et c'est ce que propose notamment la préface de Victor Hugo quand il dit « Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort ». C'est de cette manière-là qu'on doit considérer le recueil. Il s'agit donc d'une vision rétrospective de la vie du poète. C'est une relecture pour lui des événements par rapport au tout, puisque la mort, ça permet de voir dans sa globalité sa vie. Et en voyant sa vie dans sa globalité, c'est l'occasion pour le poète de construire une forme de destinée, c'est-à-dire de donner du sens, une direction aux différents événements de sa vie qui se sont succédés et de lui donner un sens par rapport à sa finalité. Hein, c'est ça l'idée d'une destinée, que chaque élément de sa vie a un sens par rapport à où il en est maintenant. Et donc il y a une forme de réactualisation du souvenir par rapport à un présent, d'où le autrefois aujourd'hui, c'est un autrefois qui est vu par rapport à aujourd'hui. Et c'est une restructuration finalement de la mémoire depuis une situation particulière qui est celle d'abord de l'exil et aussi celle de la mort. Alors en plus de ça, la position de la mort, elle est liée très fortement par Victor Hugo à celle du mort parce que cette absence forcée de son pays, c'est une mort finalement sociale et politique. Et c'est comme s'il était mort au monde, c'est comme s'il était hors du monde. Or, la seule manière d'être hors du monde pour un être humain, c'est d'être mort. Hein. Ou dans le coma, ce qui est une forme de mort quand même. Enfin, pas tout à fait, mais voilà, vous m'aurez compris. Alors, troisième élément sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le titre du livre, qui est vraiment important pour comprendre les intentions de l'auteur, du poète. Alors, la définition de contempler, ça veut dire c'est considérer avec une assiduité particulière qui engage tous les sens
et l'intelligence, un objet qui est digne d'admiration. Ici qui sera la nature. Et ça a aussi un autre sens ici plus religieux qui est de s'adonner avec ferveur à la considération des mystères divins. Et ces deux définitions de contempler vont se retrouver dans cette contemplation de la nature qu'on trouve dans le recueil. Victor Hugo va fixer, enfin le poète va fixer son regard sur la nature, qui est en fait la création de Dieu, jusqu'à apercevoir des choses qui sont au-delà du visible, les mystères en fait de la création. Et donc la contemplation va s'incarner par des visions, va amener le poète à des visions. On le voit par exemple dans cette idée que la nature parle au poète, que le poète devient donc par l'écriture poétique le porte-parole de la nature, car il est le seul qui est capable de l'entendre. Ça suggère aussi que le monde, il est animé. C'est que tout dans le monde a une âme, aux yeux de Victor Hugo, et que le poète étant une forme de prophète, c'est-à-dire celui qui porte le message, c'est ça que ça veut dire prophète, eh bien tout s'anime sous son œil. Le poète est celui qui est capable de voir l'animation du monde, mais qui est aussi capable d'animer le monde sous nos yeux. Et la poésie lui permet de décrypter, de traduire les mystères du monde pour que nous y ayons accès, nous lecteurs. Et donc le poète se transforme en fait comme une forme de voyant. Et le poète va alors être en quête d'une totalité du monde qui parle à travers lui. C'est-à-dire qu'il va essayer d'englober la totalité du monde dans son poème, mais c'est aussi la totalité du monde qui l'entraîne à écrire ses poèmes pour la retranscrire. Et donc il y a une forme de dépassement du moi du poète, il est complètement dépassé, son individualité, sa subjectivité est dépassée par cette globalité du monde qui le traverse. Et donc, sa voix particulière, son jeu, le fait qu'il est une personne, va être dépassé par cette expérience et il va pouvoir parler de manière universelle, avoir une voix universelle grâce à cette contemplation. Parce que c'est cette contemplation qui lui permet d'être dépassé par la vision de la nature. Et aussi l'expérience de la mort. Pourquoi l'expérience de la mort ? C'est parce que la mort, c'est une sorte d'évidement du soi. On n'est plus soi. Quand on meurt, on n'est plus rien, on n'est plus soi. Et donc, on peut enfin atteindre une forme d'universel au-delà de sa particularité individuelle. Ouais, j'espère que ces éléments sur les contemplations te permettront de mieux comprendre le recueil dans ta lecture. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur Victor Hugo pour en savoir un petit peu plus, parce que je vais un peu plus creuser certains éléments dans les autres vidéos. Bon courage pour tes révisions.